Macky Sall envoie un message à son opinion et aux interlocuteurs étrangers du Sénégal en mode j'ai pris sur moi pour les élargir, ces deux-là, mais pour Ousmane Sonko, je ne ferai absolument rien. Du donnant-donnant. Par contre, c'est un signe de fébrilité, à mon sens, sans nom. Quand on voit les poursuites judiciaires qu'il a subies et le procès, la mascarade qui en ont découlé, Macky Sall ne veut absolument pas qu'Ousmane Sonko soit sur la ligne de départ pour la présidentielle de l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi, il en a une paire bleue. Donc, il fait tout pour qu'on n'ait pas à lui tordre le bras pour dire Ousmane Sonko doit revenir. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense, qu'il a accepté de ne pas faire un troisième mandat. Si on va fouiller, je crois que l'histoire finira par nous situer dans quelques temps, mais je suis quasiment certain que dans le dernier voyage que Macky Sall a fait à Paris, il a dû mettre dans la balance je ne me représenterai pas, mais ne venez pas me demander de réintégrer Ousmane Sonko. Parce que là, l'objectif, clairement, c'est de faire en sorte de maximiser les chances du poulain qu'il va lancer pour qu'il puisse donc occuper le palais présidentiel au moins pour un mandat. Et comme ça, on éteint toutes les possibilités de poursuites judiciaires qui peuvent tomber sur le clan de Macky Sall et sur Macky Sall lui-même. C'est ça les enjeux pour lui. Et vous l'aurez compris, j'ai un problème avec cette militarisation excessive de la société. La France, ce n'est pas les USA, on n'est pas au Texas ou à Atlanta. Nos dirigeants ont décidé de faire un virage autoritaire, et personnellement, ça m'inquiète. La réponse à ces émeutes ne peut pas être que autorité et violence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Team! Se soumettre, capituler et leur faire plaisir en déposant les armes ne sont pas les solutions au regard de la gravité de la situation. Tous les moyens doivent être mis en place pour réinstaurer au plus vite l'état de droit. Une fois rétabli, nous savons déjà que nous revivrons cette chienlit que nous subissons depuis des décennies. Pour ces raisons, Alliance Police Nationale et UNSA Police prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue, nous serons dans l'action et sans mesures concrètes de protection juridique du policier, de réponse pénale adaptée, de moyens conséquents apportés, les policiers jugeront de la hauteur et de la considération portée. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. C'est pas sérieux. C'est un truc du Gorafi, quelque chose de ce style. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Vous voyez, quand Macron fait ses sorties, quand c'était le Covid et que pour se donner de la contenance, il se mettait en scène. Voilà des gens qui y ont cru. Quand on vous dit qu'au concours de police, on recrute dorénavant des gens qui ont 7 de moyenne. Voilà, c'est certainement un de ceux-là qui a dû faire ce communiqué. Aïe, c'est votre GSW. J'ai le plaisir de vous proposer cette semaine un épisode de la demi-heure Géopole. Vu que l'actualité est assez calme cette semaine, je ne vais traiter que de sujets. On parlera principalement du Sénégal et de Macky Sall qui a annoncé ne pas concourir à l'élection présidentielle de 2024. Ensuite, on va analyser la situation politique en France après les émeutes qui ont secoué le pays la semaine dernière. J'ai attendu de prendre un peu de recul pour pouvoir faire une analyse complète. Donc voilà les deux sujets que nous traiterons ce jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Laissez-moi votre avis, soit dans les commentaires, soit venez me suivre sur les réseaux sociaux SW Decrypt, donc Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous souhaitez discuter avec moi, me suivre au quotidien ou avoir des contenus de décryptage de l'actualité, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Je vais arrêter de faire ma pub. On va commencer donc dès à présent. C'est parti. Longuement et mûrement réfléchi et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Ce lundi 3 juin, le président sénégalais Macky Sall a pris la parole dans une intervention télévisée afin de préciser ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2024. Jusque-là, à chaque fois que la question lui était posée, il louvoyait, ne disant ni oui ni non, au regard de l'activisme de plusieurs de ses proches qu'il appelait à faire un troisième mandat, arguant
que la révision constitutionnelle de 2019 avait permis de remettre les compteurs à zéro et qu'il pouvait de ce fait se présenter une troisième fois. Cette révision a permis de passer d'un septennat à un quinquennat. Donc pour le mandat présidentiel. Ses soutiens et le constitutionnaliste français qu'ils ont consulté avançaient l'argument que son premier mandat étant un septennat, le second un quinquennat, de ce fait, il peut faire un second mandat. C'est ça la réflexion qu'ils ont eue pour pouvoir justifier que Macky Sall avait toute possibilité de se présenter une troisième fois. La constitution sénégalaise précise pourtant clairement que nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Il n'y a même pas de débat à avoir. Autre part, la constitution n'est pas assez claire. Au Sénégal, les garde-fous ne souffrent d'aucune ambiguïté. Toute velléité de nier ces dispositions constitutionnelles doit être apparentée ni plus ni moins à un coup d'État constitutionnel. Macky Sall donc, dans l'allocution télévisée de ce début de semaine, a donc fait savoir qu'il ne comptait pas concourir à l'élection présidentielle de 2024. Je vous mets d'ailleurs un petit extrait. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. Non mais MDR, ok, très bien, on note. On n'oublie pas cependant qu'il dit ça aujourd'hui, mais il a pensé clairement à une troisième candidature. Qu'ils ne nous prennent pas pour des cons. Quand vous voyez que tous ceux, comme son ancienne première ministre Aminata Touré, Mimi Touré, partisane de la première heure, à chaque fois que quelqu'un se prononçait sur l'impossibilité de Macky Sall de briguer un troisième mandat, il les écartait sèchement. Et pour Mimi Touré, il l'a même fini par la menacer de poursuites judiciaires. Il y a quelques semaines, lors d'une rencontre avec ses partisans à Paris, qui le poussaient à se présenter une troisième fois, il a eu une réponse alambiquée. Il leur a dit que donc son parti se maintiendrait au pouvoir avec le soutien du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et des sorties équivoques comme celle-là, il y en a eu plein. Donc aujourd'hui, il ne se représentera pas, très bien, mais qu'il ne vienne pas nous faire tout le laïus que c'est quelqu'un de parole, qu'il ne se dédiera pas, etc., etc. Il a clairement pensé à la question, qu'il dise la vérité. Quoi qu'il en soit, cette sortie du président sénégalais a fait pousser un ouf de soulagement, aussi bien au Sénégal qu'à l'international, du secrétaire général de l'ONU à ses homologues chefs d'État. Les félicitations ont afflué de toutes parts. Et même, ça me fait penser que dans un monde normal, on n'a pas à applaudir en fait quelqu'un qui ne fait rien d'exceptionnel et juste qui respecte les règles. Mais bon, comme autour, beaucoup font n'importe quoi, on est obligé de relever quand quelqu'un se conduit à peu près normalement. Cet inversement des valeurs est inquiétant, les amis, sincèrement. Et je reprends les mots d'Ousmane Sonko, qui disait qu'on ne devait pas avoir à féliciter quelqu'un parce qu'il respecte tout simplement la constitution de son pays. Vous pensez que le secrétaire général de l'ONU va féliciter Emmanuel Macron à la fin de son mandat parce qu'il ne se représentera pas? Non. Ça, c'est des cas de figure qu'on ne voit que pour nos pays africains. Et en ça, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un peu plus de respect des règles que nous nous fixons nous-mêmes. D'avoir à chaque fois à tripatouiller les textes élémentaires, tout simplement pour s'éterniser au pouvoir. Par goût du pouvoir, peut-être. Je pense plutôt que Macky Sall a dû se dire qu'il a un bon bilan. Il doit encore solidifier les politiques de développement et d'infrastructure qu'il a initiées. Il peut clairement se dire que changer de capitaine à ce stade peut être risqué. Bon, ça a son temps. Construire des villes, des ponts, des chemins ferrés, c'est important. Mais la construction d'un état de droit solide sur des bases en béton armé l'est d'autant plus. Et puis, dans tout le Sénégal, il n'est pas le seul capable en fait. Il a eu le privilège incroyable de pouvoir servir son pays, qu'il descende du manège, quelqu'un d'autre va s'installer. D'ailleurs, ça me fait penser que Barack Obama, lorsqu'il s'est rendu à Accra, au Ghana, lorsqu'il était président des États-Unis, il a dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes ». Je suis totalement d'accord
avec ce principe. Arrêtons de toujours tout personnifier. On personnifie les fonctions. Là, par exemple, ces élections présidentielles au Gabon, vous voyez, il y a Ali partout. Tout, c'est lui, c'est un peu le Messie. Arrêtons avec ce principe. Nous passerons, l'État restera. Il faut donc de ce fait construire quelque chose de solide et d'impersonnel. Comme ça, quoi qu'il vous arrive, ça continuera. Et c'est quelque chose à mettre en place dès maintenant. Parce que tout ceci n'est pas sain. Ce n'est clairement pas sain de tout remettre dans les mains d'un seul homme, comme si c'était le Messie qui avait la vérité révélée. Non, tu as fait ton temps, tu as eu ce privilège, passe la main à quelqu'un d'autre. Quoi que tu nous dises que c'est risqué, c'est pas grave. On va tomber, on va se relever. Mais il va falloir que tu évolues. Normalement, ce que je dis là, c'est une évidence. On n'a même pas à le relever. Nos chefs d'État auraient dû tous réfléchir comme cela. Si le président Sall a reculé, je pense que c'est dû en grande partie à la mobilisation des partisans d'Ousmane Sonko. Ça et les différentes émeutes qui ont secoué le Sénégal ont fait comprendre à Macky Sall que le rapport de force était en sa défaveur, clairement. Vous rajoutez la victoire étriquée de son parti législatif de l'année dernière, il y avait trop de lacunes à combler. S'obstiner là aurait été totalement suicidaire. N'oublions pas qu'il est devenu président en battant son père spirituel Abdoulaye Wade, qui avait déjà en son temps essayé de faire un troisième mandat. Ça aurait été un beau clin d'œil de l'histoire si ça arrivait 12 ans plus tard à Macky Sall. Ne dit-on pas de toute façon en Afrique que la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Face à des opposants nombreux qui savent mobiliser, sa réélection aurait été un pari risqué et beaucoup de sang aurait coulé. Avec Macky Sall out, il est contraint et forcé là de désigner un dauphin. Il doit être en train de regarder autour de lui qui est assez loyal et capable de remporter l'élection présidentielle, parce que pour lui là l'enjeu va être important. Il est impératif que son parti reste au pouvoir. Si jamais c'est un opposant qui arrive au palais présidentiel, Macky Sall sera pourchassé par la justice, lui et son clan. Et c'est écrit. Il a tellement usé de l'arme judiciaire face à ses opposants que si c'est un d'entre eux, je ne pense pas qu'ils auront assez de recul et de maturité pour ne pas lui retourner la politesse. Qui va-t-il désigner comme dauphin ? Je pense que l'actuel ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, réunit toutes les conditions d'efficacité et de loyauté. S'il est désigné, réussira-t-il à remporter le scrutin ? Tout se situe à cette question. Ce n'est absolument pas certain. Au mieux, il fera un bon score, au pire, il sera exclu dès le premier tour. Et je pense que c'est pour cette raison que le pouvoir est bien content qu'Ousmane Sonko soit inéligible. En l'excluant, le jeu est un peu plus ouvert. L'ancien Premier ministre qui est opposant aujourd'hui, Idrissa Seck, a d'ailleurs dit cette semaine que si Sonko ne peut pas se présenter, il lui conseille d'accepter la sanction, qu'il est encore jeune, qu'il patiente. Non mais vraiment MDR. Et il sait pertinemment que s'il est sur la ligne de départ, ça va être compliqué pour eux tous. Et c'est pour ça qu'il lui donne des conseils en mode petit, attends ton tour. J'ai un problème avec cela. Ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne peut pas là arriver au palais présidentiel. Idrissa Seck a peur et il essaye de trouver un moyen de pouvoir maximiser ses chances. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Macky Sall a convoqué une concertation nationale pour qu'opposition et majorité s'entendent sur les règles qui régiront l'élection présidentielle de 2024. Par la même occasion, ils ont trouvé un terrain d'entente pour pouvoir faire en sorte que Karim Wade et Khalifa Sall, qui étaient donc inéligibles parce que frappés par des peines de prison, quand je vous dis que Macky Sall a utilisé et abusé de l'outil judiciaire, donc ces deux-là étaient exclus et donc ils devraient normalement revenir dans le game. Mais 2024, sauf grosse surprise, devrait être pour eux un tour de chauffe. Ça va bientôt faire 7 ans pour Karim Wade qu'il est hors du Sénégal, même si par le passé, le parti de son père qu'il va récupérer a été au palais présidentiel, qu'ils ont quand même des fiefs et une capacité sur le terrain. J'ai la faiblesse de penser que pour 2024, pour eux, ça risque d'être un peu tôt. Selon moi, ce seront des candidatures de témoignage. Par contre, le fait de les réintroduire dans le jeu n'est pas anodin. Macky Sall envoie un message à son opinion et aux interlocuteurs étrangers du Sénégal en mode « j'ai pris sur moi pour les élargir, ces deux-là, mais pour Ousmane Sonko, je ne ferai absolument rien. » Du donnant-donnant. Par contre, c'est un signe de fébrilité, à mon sens,
sans nom. Quand on voit les poursuites judiciaires qu'il a subies et le procès, la mascarade qui en ont découlé, Macky Sall ne veut absolument pas qu'Ousmane Sonko soit sur la ligne de départ pour la présidentielle de l'année prochaine. Je ne sais pas pourquoi, il en a une peur bleue. Donc, il fait tout pour qu'on n'ait pas à lui tordre le bras pour dire Ousmane Sonko doit revenir. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense, qu'il a accepté de ne pas faire un 3e mandat. Je crois que l'histoire finira par nous situer dans quelques temps, mais je suis quasiment certain que dans le dernier voyage que Macky Sall a fait à Paris, il a dû mettre dans la balance « je ne me représenterai pas, mais ne venez pas me demander de réintégrer Ousmane Sonko ». Parce que là, l'objectif, clairement, c'est de faire en sorte de maximiser les chances du poulain qu'il va lancer pour qu'il puisse donc occuper le palais présidentiel au moins pour un mandat. Et comme ça, on éteint toutes les possibilités de poursuites judiciaires qui peuvent tomber sur le clan de Macky Sall et sur Macky Sall lui-même. C'est ça les enjeux pour lui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Sénégal par rapport à l'annonce de Macky Sall. Comment l'avez-vous trouvé? C'était une surprise pour vous? Pensez-vous qu'il aurait dû faire un 3e mandat? Qui voyez-vous comme son dauphin? Ça m'intéresse de voir les noms. Donc vraiment dans les commentaires, n'hésitez pas à bombarder. Pour terminer, pensez-vous que Macky Sall dehors, il va falloir qu'Ousmane Sonko soit dans la course? J'ai lu ce matin un article de lui qui disait qu'il fera tout pour être candidat et s'il ne l'est pas, ce sera le chaos. Bon, j'ai un peu de mal avec ce type de sortie d'Ousmane Sonko. Quelquefois, je sais pas si c'est la jeunesse qui fait, mais il y a des écarts au niveau du langage. Il n'est pas possible de lier ta candidature avec le fonctionnement normal du pays. Il mobilise, il est charismatique, mais il faut faire quand même attention à quelquefois arrondir un peu les angles. Il y a eu quelques dégradations de certains casseurs. Suite au décès le 27 juin d'un jeune homme de 17 ans pour refus d'obtempérer, la France a été secouée par des émeutes qui ont fait plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Pendant quasiment 6 nuits, on a connu des pillages de magasins, des incendies de voitures, des incendies d'écoles, de bâtiments publics. Il y a même eu des effondrements de bâtiments qui auraient pu être dramatiques. Sans parler des feux d'artifice envoyés sur les forces de l'ordre, en presque une semaine, le bilan humain et matériel a atteint des niveaux stratosphériques. La police a interpellé un peu plus de 4000 personnes. Gérald Darmanin a mobilisé 45 000 membres des forces de l'ordre. Forces de l'ordre parmi lesquelles il y avait la BRI et le RAID. Quand j'ai vu ça à la télé, j'étais médusé. Le RAID en blindé et en quad dans les rues de Lille. Ils étaient là comme des cow-boys. Non mais c'était une dinguerie. Autre anecdote, je revenais de chez le barbeur, je sortais de ma station de métro. Au feu rouge, je vois un multivan noir, la porte coulissante ouverte. À l'intérieur, 8 personnes totalement cagoulées en noir, armées d'armes de guerre. Et quand j'ai vu ça, ça m'a figé. Et je suis resté vraiment à les fixer. Et il y a quelqu'un à l'intérieur qui fait coucou. On n'effraie pas les gens comme ça, wesh. On n'effraie pas les gens comme ça. Que font-ils dans une opération de maintien de l'ordre? La BRI et le RAID. Je vais vous dire qui sont ces deux unités. La BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est une unité spécialisée de la police nationale. Elle a pour mission d'interpeller les groupes de malfaiteurs se livrant à des actes de vol à main armée, de séquestration, de prise d'otages. Et le RAID, cet acronyme signifie Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion. Ses missions, c'est lutter pour le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme. Que viennent-ils faire dans des émeutes avec des petits qui ont des feux d'artifice en face? On traite cette délinquance de la même façon qu'on traite des preneurs d'otages ou des braqueurs chevronnés. Sincèrement. Et comme on ne devait pas s'attendre à des miracles, il n'y en a pas eu. Ces 45 000 hommes avec des équipements spectaculaires n'ont pas suffi à limiter les dégâts. Là où moi j'habite en plein centre de l'île. Pendant les 6 jours, dès 18h, il y avait des hélicoptères qui tournoyaient dans le ciel. En veux-tu, en voilà. Il y avait des drones, des quads, des blindés. L'île, c'est une ville européenne assez tranquille normalement, mais cette fois-ci ils ont vraiment sorti la panoplie complète. Ah, c'était Disneyland. Et donc il y a eu 5000 véhicules incendiés, 10 000 feux de poubelle,
plus de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés. Et ils sont même allés attaquer 250 commissariats et gendarmeries. Et puis il a été déter, hein. Quelle idée! Je suis sûr que les Pascal Pro et tous ces spectateurs, lorsqu'ils étaient devant la télé, pendant ces émeutes, ils devaient être en toupie. L'ensauvagement, ils le voyaient. Mais enfin, ça va pas! Camomille. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Camomille. Mais bon, ça ne méritait pas qu'on sorte la BRI et le RAID. Je discutais d'ailleurs avec un de mes bons grands qui lui habite dans une ville à côté de Lille, à Mont-Saint-Barreul, et qui me disait heureusement qu'ils étaient là parce que sans eux, ce serait peut-être parti en vrille. J'ai la faiblesse de penser que, au contraire, le fait de les avoir sortis, de les avoir exposés en plein centre, etc., c'est venu exciter d'autant plus ces petits jeunes en fait. Ils ont l'habitude de se battre avec la brigade anticriminalité, la BAC, ou sinon les CRS. Vous venez avec la BRI ou le RAID, c'est la Champions League. Si vous voulez rentrer dormir, là c'est les gars, on va se les faire. Ne faites pas comme si vous ne les connaissez pas, hein. Le challenge, ils aiment ça. Et quand vous voyez que tout ce qui se passe en France inquiète particulièrement le reste des pays européens, mais également à l'international, c'est parce qu'il y a des possibilités, des techniques de police qui doivent être utilisées pour, au lieu de faire grimper la tension, de pouvoir plutôt la baisser. Mais on a comme l'impression que on n'a pas fait ce choix. Nos autorités ont clairement préféré faire de la communication, choquer les gens, et en plus, donner l'impression qu'ils font quelque chose. C'est comme ça que moi je vois les différents événements et les moyens qu'on a mobilisés pour mettre fin à ces émeutes. Et vous l'aurez compris, j'ai un problème avec cette militarisation excessive de la société. La France, ce n'est pas les USA, on n'est pas au Texas ou à Atlanta. Nos dirigeants ont décidé de faire un virage autoritaire, et personnellement, ça m'inquiète. La réponse à ces émeutes ne peut pas être que autorité et violence. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. On parle des sorties des membres du gouvernement. Gérald Darmanin, qui, en répondant à Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, puis lors d'une audition en commission parlementaire, s'est donné un peu le rôle de l'humaniste. Je vous mets d'ailleurs un extrait. Oui, monsieur le député, il faut aussi ne pas confondre les débats. Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. 90% étaient français. 40 personnes seulement étaient éligibles à un centre de rétention administratif. La question d'aujourd'hui, c'est ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers, mais nous voulons de l'amour de la République. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus de l'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. L'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Quand je l'ai entendu, je me suis dit « Ah, pour une fois, on dirait que Gérald Darmanin dit quelque chose qui tient la route. C'est assez rare pour le relever. » C'est vraiment le sentiment que j'avais. Mais lorsqu'il a poursuivi son intervention, il est retombé dans ses travers. Regardez par vous-même. Donc l'explication ne peut pas être que sociale. Étant issu d'immigration, par ma famille, et étant issu d'une famille modeste, par ma famille, je pense qu'il y a une part de liberté de chaque individu de se sortir de son déterminisme. Darmanin dit que les jeunes de Cité galèrent parce qu'ils ne veulent pas se sortir de là. Presque, il ferait mieux de se taire et de subir en silence les discriminations qu'ils vivent. C'est comme ça que je le comprends. Ensuite, la sortie d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Ce monsieur a donc convoqué une conférence de presse. Pour quelle raison ? Aujourd'hui, je ne sais absolument pas. J'ai l'impression que c'était peut-être certainement juste pour exister. Je vous mets un petit extrait. Que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant et qu'ils sont comme ça en toute liberté dans la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent. Ça n'est pas vrai. Quand on invite des camarades pour aller casser, ça s'appelle potentiellement une association de malfaiteurs, une complicité, que sais-je. La question des qualifications, elle est traitée, j'allais dire, cas par cas par les parquets, mais en tous les cas, on peut les identifier. C'est tout à fait clair. Et il faut que ça se sache. Parce que on ne peut plus voir ce que l'on a vu. C'est-à-dire que même quand on est présent, sans faire grand-chose, on participe à cet effet de meute. Et ça donne au fond de l'envie d'aller plus loin aux autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de limite.
Donc 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné. Voilà, c'est le message que je veux passer. On a absolument besoin de recouvrer le calme. Il est donc venu parler comme une petite frappe. On est d'accord que sa déclaration, la plus-value, il n'y en a pas. Zéro. Complètement à côté de la plaque. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a émis une circulaire qui exige une réponse pénale ferme. Et résultat, des peines lourdes ont été prononcées et très souvent avec des peines de prison ferme pour des adolescents en grande majorité au casier judiciaire vierge. Ensuite, la réponse à ces émeutes ne peut pas être que judiciaire. Ce n'est pas aux juges de vider la rue. Il faut croire par contre que certains juges ont accepté et assument de plus en plus le fait qu'ils soient inféodés au pouvoir politique. Cette circulaire demande même expressément de déférer certains mineurs directement dans les maisons d'arrêt. Juste des petits qui ont fait les cons, qui vont se retrouver derrière les barreaux. Je vous mets un extrait de l'avocate qui témoigne et qui a attiré l'attention sur cette circulaire. Devant le tribunal judiciaire de Pontoise, où je sors d'audience de comparution immédiate, ce qu'on a constaté là, c'est ce qu'on commence à voir partout, c'est l'application en réalité des directives de la circulaire Moretti, qui exige une réponse pénale ferme. Il y a des peines extrêmement lourdes qui sont parfois plusieurs mois d'emprisonnement ferme jusqu'à 1 an. On a vu avec mandat de dépôt, donc c'est-à-dire départ directement en détention ou maintien même en détention, parfois avec des dossiers extrêmement légers où c'est difficile d'imputer les faits qui sont commis même à leurs auteurs, et on voit que ça procède d'une politique générale qui vise à envoyer un signal extrêmement fort qui consiste à dire maintenant tout le monde rentre chez soi, à créer des exemples, voire à terroriser une génération entière, parce qu'il faut savoir que les gens qu'on voit aujourd'hui dans les tribunaux sont jeunes, voire très 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 jeunes. La circulaire Moretti, elle dit aussi quelque chose de très clair, elle dit que les mineurs doivent être déférés, donc ça veut dire que pour certains mineurs parfois qui ont 13, 14 ans, ils ont fait plus de 24 heures de garde à vue, ils ont ensuite été envoyés dans le dépôt d'un tribunal pour finir devant un juge. Le ministre a dit on sévit, on s'exécute. Et vous voyez, on a le sentiment que, comme ce n'est pas leurs enfants, ils n'en ont absolument rien à faire qu'on ait à les traumatiser. Comme les policiers pendant les manifestations des Gilets jaunes, c'est le même principe. Traumatisez-les, faites des exemples, il faut les dissuader de revenir et de recommencer. Et c'est ça le pays des libertés. Deuxième chose, c'est la responsabilité des parents. 2 axes, une responsabilité, j'allais dire, civique, morale, ordinaire. Les parents doivent assurer l'éducation de leurs enfants, tous les parents le savent. Les parents ont des droits, ils ont des devoirs, et aussi, si ça n'est pas suffisant, une obligation légale. Pourquoi ? Parce que pour tous ceux qui sont en capacité, et c'est très important cette nuance, d'exercer l'autorité parentale, nous exigeons qu'ils tiennent leurs enfants. Et il existe une infraction que le code pénal punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende chaque fois que les parents, par leur désinvolture coupable, mettent en péril l'éducation, la moralité et la sécurité de leurs enfants. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, que des enfants de 13 ans traînent dans les rues pour aller piller des magasins, des bijouteries ou saccager des mairies, des commissariats, des tribunaux. Il faut que ça s'arrête et nous serons tous, je dis bien tous, au rendez-vous des obligations qui sont les nôtres. Déjà, demander aux parents de tenir leurs enfants et exercer leurs responsabilités parentales, la société ne peut pas se substituer à eux. Ah bon ? Quand ils passent leur temps à pondre des textes de loi pour expliquer aux gens comment élever leurs enfants, là l'autorité parentale, ils s'asseyent dessus. Il y a quelques mois, ils étaient en train de réfléchir à une loi permettant aux enfants mineurs de 16 ans de pouvoir changer de sexe sans l'accord des parents. Regardez même ça, what the fuck ? Tu n'es pas majeur, tu es sous ma responsabilité, d'où tu vas faire des changements aussi importants sans mon accord. Ensuite, il dit que la réponse à ces émeutes sera judiciaire. Mais non, monsieur le garde des Sceaux. Ce n'est pas aux juges, aux magistrats de vider la rue. La solution à ces problèmes doit être politique et non judiciaire. En tout cas, pas que judiciaire. Parce que forcément, casser les magasins des gens, brûler les voitures, etc., on t'a attrapé sur le fait, frangin, tu vas en prison, tu vas en prison. Mais la réponse ne peut pas être que judiciaire. Mais vraiment, cette sortie d'Éric Dupond-Moretti, je ne sais pas à quoi elle a servi. Quand ça les arrange, ils s'immiscent dans l'éducation que les parents veulent donner à leurs enfants, et quand ça part en cacahuète, c'est « prenez vos responsabilités ». Non mais oh,
Vous vous foutez de qui? Voilà les enfants que vous avez contribué à élever. Ils sont ceux que vous avez voulu qu'ils soient. Vous avez voulu des enfants rois, vous avez voulu qu'ils soient à peu près livrés à eux-mêmes parce que les parents sont obligés de travailler comme des forçats. Et quand ils rentrent à la maison, il y a tellement de trucs à faire que qu'est-ce qu'on fait? On les met devant des écrans parce que une nanny traditionnelle, ça coûte trop cher. Donc, c'est maintenant les différents écrans qui sont les nounous numériques des enfants. Et donc, s'ils ne savent pas gérer leur colère, leur frustration, voilà ce que ça donne. Quand vous voyez que on décide de parler de sexualité au primaire à un public qui n'a ni l'âge ni la maturité de pouvoir absorber ce type d'informations, et mieux, on vient même leur dire que tu n'es pas obligé de te considérer fille ou garçon, c'est comme tu veux, c'est à la carte. Et vous pensez que ça fait quel type d'ado et quel type d'adulte? Quand vous mettez tout ça bout à bout, pas d'autorité parentale, on te dit des choses que tu n'es pas en capacité de pouvoir digérer. Et on s'étonne aujourd'hui qu'on ait des enfants de 4, 5, 6 ans qui vont violer leurs petites camarades. Et ça en réunion. Des dingueries pareilles. Mais à force de sexualiser les enfants, voilà le résultat. Le délitement de ce pays, hein, messieurs, dames. Voilà ce que ça donne. Parlons un peu de la classe politique, principalement des Républicains. Bruno Retailleau, président du groupe parlementaire Les Républicains au Sénat, est venu faire une déclaration raciste et lunaire. Je vous mets un extrait. Il y a une colère froide qui monte dans le pays, parce que les gens, c'est la double peine pour les Français. Parce qu'ils ont payé, voilà, dans des quartiers, et maintenant, il va falloir reconstruire, parce que des ensauvagés ont brûlé. What the fuck? On les connaît, les causes. C'est l'école, l'autorité à l'école, la réponse pénale qui est totalement faible, inadaptée, notamment pour les mineurs. L'immigration, quand j'entends Gérald Darmanin, hier à l'Assemblée nationale, dire qu'il n'y a pas de lien entre ces événements et l'immigration, bien sûr que si. Mais 90% des émetteurs. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. Questionner, et j'ai questionné de nombreux maires. Tous vous disent que c'est dans les quartiers, justement, où il y a des ghettos migratoires. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Je te demande pardon. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Mais vous fumez, monsieur. Il vient là, dans le plus grand des calmes, je perds même mon stylo, faire la différence entre les Français. Rien que ça, c'est une dinguerie. Ensuite, il continue en disant que ces émeutes sont l'expression d'une régression aux origines ethniques. Pardon, une régression aux origines ethniques. La France est droitisée, mais c'est de plus en plus assumé. Ah là, mais totalement assumé. Et donc, si ces gens brûlent et cassent, c'est parce qu'ils viennent d'Afrique. Là-bas, c'est des sauvages, c'est comme ça, ils font là-bas. Mais on est où là? Et quand vous pensez à l'autre cruche, excusez-moi, de Valérie Pécresse, qui elle aussi est venue faire entendre sa petite musique. Regardez par vous-même. C'est comment est-ce que la République montre sa force face aux émeutiers? Elle doit montrer sa force, à mon avis, de deux façons. Elle doit sanctionner et elle doit reconstruire. Mais d'abord sanctionner. Et aujourd'hui, il y a toute une série de mesures très simples à prendre, qui seraient efficaces et qui permettraient de montrer la force de la République. Lesquelles, selon vous? Dites-nous. D'abord, il faut rétablir l'autorité dans notre pays. On a besoin d'un choc d'autorité, et ce choc d'autorité il s'incarne dans un certain nombre de personnes. Les maires, les forces de l'ordre, les pompiers, les professeurs. Vous savez qu'un professeur sur 2, dans sa carrière, va faire l'objet d'une agression. C'est ça la réalité de notre pays. Donc les figures d'autorité, quand on s'attaque à elles, il faut désormais qu'on ait une peine d'au moins 1 an de prison ferme, obligatoire, minimale. Et ça, c'est important parce que c'est pour redire vis-à-vis de tous ces émeutiers, vis-à-vis de tous ces voyous, vis-à-vis de tous ces casseurs, qu'on ne touche pas aux personnes qui incarnent la République. Nous sommes tous d'accord, mais comment fait-on? Comment ça se met en route, cette histoire que vous nous expliquez? C'est très simple, ça s'appelle une peine plancher, une peine minimale, et ensuite, évidemment, les juges peuvent individualiser la peine. Si c'est particulièrement grave, ils peuvent prononcer des peines plus graves encore. Mais il faut une peine plancher. De la même façon, vous savez que la moyenne d'âge... Excusez-moi, vous l'évaluez à quelle hauteur, cette peine plancher? J'ai dit 1 an de prison ferme minimum. 1 an de prison ferme minimum. Oh, eh ben voyons. Et comme ça, on donne le signal que toutes les personnes qui ont autorité aujourd'hui, elles seront spécialement protégées. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles les remparts de la République. Par ailleurs, vous avez vu que la moyenne d'âge des personnes, des centaines de personnes qui ont été arrêtées, c'est 17 ans. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger
en comparution immédiate très rapidement des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Tu es qui ? Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner. Donc, mais pardonnez-moi, vous réinventez les maisons de correction ? Non, mais les centres fermés pour mineurs existent. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine sur toute la France. Il faut les doubler. Ça fait des années qu'on le dit. Et par ailleurs, pardonnez-moi, pourrir leurs vacances, parce que je suis sûr que cette formule restera. Pourrir leurs vacances, ça veut dire quoi ? Et par ailleurs, ça veut dire les sanctionner rapidement, vite, et les éloigner de leur quartier, de leur bande d'amis, tous ceux dont on peut prouver qu'ils ont participé à ces émeutes. J'ajoute qu'il faut responsabiliser les familles, parce que maintenant, ça suffit. La responsabilité des familles est engagée. Alors aujourd'hui, il faut responsabiliser toutes les familles, y compris sur les allocations familiales, mais y compris aussi sur le logement social. What the fuck ? Parce que moi, je demande que les maires qui n'en peuvent plus puissent prononcer par arrêté, puissent demander par arrêté l'expulsion d'une famille dont les enfants mettent le souk dans le quartier et troublent l'ordre public. Je vais la taper, hein. Alors vous allez me dire, et on fait quoi une fois qu'ils sont dans la rue ? Vous allez me dire, sans doute, les parents peuvent pas être tenus responsables. Si, les parents peuvent être tenus responsables. Alors mais bien pas sûr que les parents peuvent être tenus. Il y a évidemment des mamans seules qui sont dépassées par la violence de leurs enfants, et ça, c'est au juge de l'apprécier. Mais je pense que le principe même de l'expulsion du logement social d'une famille qui, on en a dans tous les quartiers de Valérie France, Pécresse, qui met le souk dans le quartier, ça doit être une généralité. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Hier, de nombreux émeutiers ont été jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Marseille. Parmi eux, Idriss, 15 ans seulement, avec sa cousine de 18 ans. Ils ont tenté de piller un magasin de vêtements. Lui, mineur, sera jugé en octobre. Sa cousine majeure est, elle, condamnée à 4 mois de prison ferme. Elle est repartie en prison juste après son jugement. J'ai plaidé pour l'un des dossiers et mon client n'avait pris qu'une canette de Red Bull et il a écopé de 10 mois d'emprisonnement ferme. À quel souci, s'il vous plaît ? Il faut enfermer ses enfants, et pour ça, on est prêt à nier tous les principes du droit. Ces gens ont des discours limite de suprémacistes blancs, et personne ne relève ou ne proteste. Et mettre ces jeunes en prison ne peut pas décemment être une solution. Au contraire, ça aggravera le problème. Ce qu'ils font n'est ni fait ni à faire. C'est pas viable et c'est pas souhaitable. Sans même rajouter que c'est le signe d'un état malade. Parce que de ces émeutes, on va devoir donc retenir que ce pays s'éloigne de plus en plus de ses valeurs humanistes et républicaines, mais surtout que le politique assume s'immiscer de plus en plus dans le pouvoir indépendant qu'était le pouvoir judiciaire. Ceux qui avaient encore des illusions que dans ce pays la justice était rendue de manière impartiale, ils peuvent aller se coucher. Hein. Ils vont faire enfermer des jeunes de cité en bafouant toutes les valeurs de ce pays. Gravissime. Quand ces enfants pètent les plombs, tout ce qu'on sait faire, c'est leur envoyer la police les plus armés possibles avec la mission de casser des gueules. Quand vous voyez les équipements qui font partie de l'arsenal de la police, c'est clairement pour montrer que on vient pour en découdre. Ils sont comme des Robocop, avec des armes de guerre. Les gars, c'est pour faire quoi ? Pourquoi avez-vous besoin d'être suréquipés à ce point ? Après les gilets jaunes, ils sont même encore montés un peu plus en pression. Ils ont créé une unité qu'on appelle la Brave M. C'est des gens qui sont donc à moto, il y a un conducteur et un voltigeur derrière. Quand ils interviennent toujours à 10 ou 15 motos. C'est impressionnant, ça fait du bruit et quand ils mettent le pied à terre, c'est pour sévir. Et ils sont reconnus pour leur brutalité. On a l'impression de revenir dans les années 70 ou 80 en France. Et personne n'est choqué. La société est en train de s'extrémiser, de devenir de plus en plus violent, de tous les côtés, que ce soit du côté des manifestants qui forcément, face à ça, montent eux aussi en pression et viennent en manifestation armés. S'il n'y a personne pour faire retomber un peu la pression, frérot, t'es fâché, ok, très bien, on a compris, mais viens pas casser les bus, viens pas faire ceci. On attend quand même des policiers de venir maintenir l'ordre, mais quand même avec un peu de pédagogie. Et quand tu ne viens que pour frapper, à quoi on s'attend ? Et il n'y a pas eu que les politiques qui ont fait des sorties publiques totalement what the fuck. Il y a également 2 syndicats de police, donc UNSA et Alliance, qui ont fait un communiqué. On va le lire ensemble. C'est tellement ahurissant que je me suis dit qu'il fallait impérativement qu'on le lise ensemble. Et donc ça commence. Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus. Il faut l'imposer.
déjà ça part mal. Donc les gens qu'on a en face de nous, c'est tellement des animaux qu'on n'a même pas à entamer le dialogue avec eux. On est là pour sévir et donner-nous les moyens de pouvoir atteindre nos objectifs. Ça, c'est la police républicaine d'un pays qui se veut être le phare dans la nuit et pays des libertés, des droits de l'homme et de toutes les valeurs humanistes. Ça continue. Rétablir l'ordre républicain et mettre les interpellés hors état de nuire doivent être les seuls signaux politiques à donner. Face à de telles exactions, la famille police doit être solidaire. Nos collègues, comme la majorité des citoyens, n'en peuvent plus de subir le diktat de ces minorités violentes. L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Nuisibles ? Donc c'est des rats ? L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Team ! Se soumettre, capituler et leur faire plaisir en déposant les armes ne sont pas des solutions au regard de la gravité de la situation. Tous les moyens doivent être mis en place pour réinstaurer au plus vite l'état de droit. Une fois rétabli, nous savons déjà que nous revivrons cette chienlit que nous subissons depuis des décennies. Pour ces raisons, Alliance Police Nationale et UNSA Police prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue, nous serons dans l'action et sans mesures concrètes de protection juridique du policier, de réponse pénale adaptée, de moyens conséquents apportés, les policiers jugeront de la hauteur et de la considération portée. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. C'est pas sérieux. C'est un truc du Gorafi, quelque chose de ce style. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Vous voyez, quand Macron fait ses sorties, quand c'était le Covid et que pour se donner de la contenance, il se mettait en scène. Voilà des gens qui y ont cru. Quand on vous dit qu'au concours de police, on recrute dorénavant des gens qui ont 7 de moyenne. Voilà, c'est certainement un de ceux-là qui a dû faire ce communiqué. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Donc, c'est les employés qui intiment la direction à emprunter à ses supérieurs. Et tout ça, c'est dû au fait que les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont toujours été là à passer de la pommade à la police. Depuis très longtemps, le titulaire de ce poste ministériel n'est pas venu pour être à la fois protecteur de ces hommes, mais également de pouvoir réformer en profondeur la police. C'est plutôt le contraire. Comme ils ont besoin d'eux pour maintenir l'ordre, casser les gens dans les manifestations, être violents, ils se sont permis d'être hyper laxistes et coulants avec eux. Voilà où ça mène, ce type de comportement. Mais quel est ce communiqué ? On te parle de nuisibles, de sauvages. On est en guerre. Je m'en vais. Quand vous avez le Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est un organe onusien qui prend la parole pour appeler les autorités françaises à s'attaquer aux problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre, lui demandant de s'assurer que l'usage de la force par la police respecte certains principes. Quel camouflet incroyable! À croire qu'on s'adresse à une dictature africaine ou moyenne-orientale. Et quand vous voyez la réponse que les autorités françaises ont faite, mais c'est magique. Mais en fait, il n'y a même plus de capitaine dans le bateau, ou il est peut-être dans le bac à sable, je sais pas. 1, c'est faux, et 2, mêlez-vous de vos affaires. Pour de vrai, c'est ça la réponse que vous donnez. Après le spectacle calamiteux que vous avez offert au monde. C'est faux, et mêlez-vous de vos affaires. On s'attendait quand même à ce qu'un pays comme la France réponde avec un peu plus de conséquences. Oui, effectivement, il y a des problèmes, c'est visible, toute la planète l'a vu, et on résoudra ces problèmes avec beaucoup de sérieux et de manière profonde. Voilà ce qu'on attendait d'un pays comme la France. Au contraire, on nie la situation. C'est désespérant, hein. C'est désespérant. Et vous avez le président de la République qui vient à la télé pour dire que c'est de la faute aux jeux vidéo, qui pousse les émeutiers à reproduire des scènes de GTA. Oui, effectivement, c'est vrai. On n'attend pas ça du président de la République. Descends, fils de pute, mon gars. Voilà, descends. Descends, ça va te baiser, wesh. Mais non.
Mais non! Mais non! Et d'ailleurs, parlons un peu d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que dès qu'il y a une crise, ce monsieur ressent le besoin de brider la liberté des gens? Non mais c'est une vraie question, hein. Pendant ces émeutes, ils ont laissé monter la petite musique que les réseaux sociaux compliquent le travail de la police et si jamais on pouvait couper les réseaux sociaux ou supprimer des fonctionnalités momentanément, ça permettrait de faire retomber la pression. Mais ils finissent par dire mais on n'est pas la Chine, hein, on le fera pas. Ils commencent toujours comme ça. Le pass sanitaire, ah non, on ne fera jamais de pass sanitaire dans les restaurants, 2 semaines plus tard, bim, ça tombe. La vaccination, oh non, ce ne sera jamais obligatoire, 2 ou 3 semaines plus tard, ça tombe. Ils ont ce besoin en permanence d'user et d'abuser du concept d'Overton. Je m'explique. Le concept d'Overton consiste à confronter une idée radicale à une autre idée plus extrême. De ce fait, on banalise la première et on élargit le spectre de l'acceptable dans l'inconscient général. Par exemple, je vais venir te proposer de soit je viole ta mère, soit je tue ta sœur. Tu choisis quoi? La plupart des gens diront viole ma mère, mais au moins elle sera toujours en vie et ma sœur n'est pas morte. C'est ça le concept d'Overton. Je viens avancer quelque chose et je finis en sortant une plus grosse dinguerie. Et ce qui fait que la première que j'ai mise en avant, qui est pourtant déjà elle aussi une dinguerie, passe crème. Et ils ont ce besoin d'user et d'abuser de ce concept, mais c'est une dinguerie. Les émeutes n'ont pas duré assez longtemps pour qu'ils aient à se dédire, mais je vous promets que s'il y avait eu 2 semaines d'émeutes, soyez-en sûrs que Internet allait être coupé comme en Chine. Ils ont bon dos de venir vous dire on ne le fera jamais. Excusez-nous, mais on n'a plus confiance en fait. On devient limite même, s'il le faut, un peu complotiste. Parce que le Covid nous a prouvé qu'il fallait réfléchir et ne pas juste s'arrêter à ce qu'il nous disait. Parce que très souvent, il mentait. N'oublions pas que pendant le Covid, il y a pas mal de lois liberticides qui ont été mises en place, qui devaient normalement ne servir que pour le Covid. Demain, si la situation le nécessite à nouveau, il suffira juste de faire ça. Aujourd'hui, les émeutes se sont arrêtées. Il va falloir qu'on s'asseye un peu et qu'on réfléchisse. Elles se sont calmées, mais si on ne fait pas attention, dans quelques mois ou dans quelques années, ça peut reprendre. Tant qu'on ne s'attaque pas sérieusement aux problèmes de cette société, ça reviendra comme un boomerang. On n'a pas inventé l'eau chaude, c'est une évidence. Petit disclaimer, ce que je vais dire, ce n'est pas pour soutenir les émeutiers ou les dégâts qu'ils ont causés. Non, pas du tout. Je vais vous livrer une partie de ma réflexion et le cheminement intellectuel que j'ai emprunté. Une fois ça dit, on peut y aller. Pourquoi il y a autant de violence et pourquoi ça peut ou ça va péter à l'avenir? La France est allée envahir la terre de ces gens. Elle s'est non seulement approprié leur terre, mais aussi toutes les richesses qu'elle contenait. Elle est même allée jusqu'à esclavagiser une partie d'entre eux, si ce n'est les massacrer. Quand elle a été attaquée 2 fois par l'Allemagne, donc 1914 et 39-45, elle les a mises à contribution pour venir la sauver et battre les occupants. À l'issue de ces guerres, elle n'a montré aucune reconnaissance. Au contraire, ceux qui ont eu le toupet de revendiquer et réclamer un traitement égal aux soldats blancs ont été sauvagement massacrés. Les tirailleurs sénégalais ont eu droit très longtemps à une pension de misère, ridicule par rapport à ce que touchaient leurs camarades caucasiens. Et vous pensez que tout ça là, ça n'infuse pas? Ça ne provoque pas de colère? Que les petits de cité là, ils ne s'en rendent pas compte? Ça crée du ressenti. Et non content de tout ça, cette même France est allée chercher les plus vaillants, mais cette fois-ci pour qu'ils viennent bâtir ces villes et faire les métiers les plus harassants. Le métier des boueurs, la restauration, le ménage. On les a parqués à la périphérie des villes, à l'écart, et en plus, entre eux, dans des bars d'immeubles faits à la va-vite, en leur promettant que ce ne serait que provisoire, et 60 ans plus tard, ils y sont toujours. Mixité sociale, on ne connaît pas, on n'a rien fait pour les intégrer, on n'a pas créé les conditions pour les tirer vers le haut, l'ascenseur social, on ne connaît pas non plus, et on s'étonne que le résultat soit ce qu'on a vécu pendant une semaine. Pour de vrai, c'est étonnant. Mais 1 + 1 font 2, non? On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des trafics, de la délinquance et de l'échec scolaire dans ces endroits. C'est pas possible. Et quand on rajoute en plus que cette même France continue en sous-main
de déstabiliser leur pays d'origine, en soutenant des potentats ou en abattant ceux qui lui tiennent tête. De ces machinations machiavéliques, en veux-tu en voilà, on pille les richesses des gens. On fait en sorte que sur place la vie soit difficile ou limite que ce soit un enfer. Et ceux qui cherchent à fuir, et quand ils arrivent ici, ils ne sont pas accueillis. Ils sont même repoussés inhumainement. Et ceux qui ont eu la chance de passer entre les gouttes sont stigmatisés. Tu te lèves tous les matins, tu entends parler des immigrés, tu entends dire qu'ils ne sont pas les bienvenus, que limite c'est même pas des humains, on ne veut absolument rien avoir à faire avec eux. On complexifie tout ce qui concerne leur vie. On parle par exemple du renouvellement des cartes de séjour en ce moment en France. Mais c'est la croix et la bannière. Vous me direz, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce pays ou presque. Mais ça en particulier, mais ça crée des situations gravissimes sur la vie des uns et des autres. Mais ce n'est absolument pas un sujet. Vous pouvez regarder le JT de 20h, de France 2 ou de TF1, on ne parlera jamais de ça. Parce que c'est des immigrés, que voulez-vous. Priorité aux Français. Je le répète encore, comment voulez-vous qu'il ne soit pas en colère? Paris a fait trop d'erreurs. Trop. Elle a fait le choix limite d'aller en guerre contre ses enfants. Et elle ne veut en plus pas voir la réalité en face. Et au-delà de ça, elle ne veut obstinément pas s'amender. Et on peut lister comme ça jusque demain matin toutes les raisons qui font que la France a une responsabilité importante dans les événements qu'on a vécus la semaine dernière. Et si on ne fait rien pour ça, ça reprendra. Et le délitement de ce pays, de cette société, la désunion qu'il y a, mais c'est fou. Macron n'est clairement pas le seul responsable. Qu'on se dise la vérité et qu'on soit à peu près juste. Quasiment tous ses prédécesseurs ont eux aussi une part de responsabilité dans ce marasme. Ils ont manqué de courage, ils n'ont pas voulu s'attaquer aux problèmes à bras le corps et y apporter des solutions. Ils ont sous-investi dans ces quartiers et en ont fait des ghettos. Voilà le salaire de l'inconséquence. Voilà ce que ça donne. La dernière sortie d'Emmanuel Macron la semaine dernière vient rajouter même de l'eau à mon moulin. Il a réuni les maires cette semaine à l'Elysée et leur a promis une loi d'urgence et des aides financières. Si sa réponse à tout ce qu'on a vécu, à ces scènes de chaos, c'est uniquement reconstruisons vite et comme c'était avant, c'est qu'il n'a absolument rien compris. Rien. Il y a du travail en profondeur qui doit être fait. C'est indispensable. Quand je disais tout à l'heure que la réponse ne peut pas être que judiciaire, il va falloir que nos dirigeants prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent ce pour quoi on les paye. C'est-à-dire faire de la politique et apporter des solutions. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils n'ont pas de vision, qu'ils ne savent pas où aller et que, en substance, ils tâtonnent. Ou en tout cas, ils préfèrent mettre la poussière sous le tapis. On attendait du président de la République un discours solennel, programmatique, où il aurait énoncé toutes les mesures qu'il allait mettre en place. Par exemple, refonder totalement la police. Son rapport aux citoyens, ses techniques brutales et intimidantes, faire de l'inspection générale de la police nationale un organe indépendant. Quand vous vous rendez compte que la France fait partie des seuls pays en Europe où l'organe chargé d'inspecter la police est juge et parti. Rappelez-vous le petit passage que j'ai mis dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière de la directrice de l'IGPN qui répond de manière narquoise que... Les policiers ont été sanctionnés administrativement suite à vos enquêtes? Donc pour l'instant, on a deux dossiers de proposition de sanctions. Vous avez proposé que 2 sanctions sur les enquêtes administratives. Sur toutes les violences qu'on a pu voir depuis un peu plus d'un an. Sur les 378 enquêtes menées sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait pas beaucoup. Ça fait 2. Ça se passe dans une autre dictature. C'est les mêmes qui vont faire des gorges chaudes, hein. Il aurait dû annoncer un plan pour réimplanter des services publics dans ces quartiers, des écoles, des commissariats, des bureaux de poste. Il faut réfectionner totalement ces quartiers. C'est indispensable. Quand vous entendez les Républicains et le Rassemblement National dire que on a déjà assez investi dans les cités, regardez le résultat. Et le pire, c'est que dans la population générale, ce type de phrase, ça infuse pas mal. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec ce qu'ils disent. Et le seul problème, c'est qu'ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'il y a eu un rapport dans la précédente mandature qui a été faite en plus par 2 macronistes qui disaient clairement que l'État a sous-investi dans ces quartiers. C'est une idée reçue que l'on a beaucoup entendue récemment à la télévision. Les banlieues coûteraient
extrêmement cher à l'État chaque année. Tout le monde sait que, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, on a mis beaucoup d'argent public, beaucoup d'intensité à l'action publique de Jean-Louis Borloo jusqu'à avec des résultats mitigés. On a donné depuis des années 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville dans ces quartiers qui sont arrosés d'argent public. Ils sont gorgés, je dis bien gorgés, d'allocations sociales et de privilèges de toutes sortes. Pourtant, les budgets alloués récemment ne sont pas si importants. Comme le souligne cet article de The Conversation, les crédits de l'État du programme 147 Politique de la ville s'élèvent à 498 millions d'euros dans la loi de finances pour 2020, soit 0,13% du budget total de l'État. Si on divise ça par le nombre d'habitants concernés par cette politique, soit 5 millions de personnes, cette dotation représente 8 € mensuels par habitant. L'article est catégorique. Si l'on ajoute à cela les dotations de péréquation, c'est-à-dire les mécanismes de redistribution au bénéfice des communes défavorisées, les dépenses fiscales associées à la politique de la ville, ainsi que les contributions à la rénovation urbaine, l'effort est déjà plus conséquent, mais il reste inférieur à 1% du budget de l'État. En tout, 48 milliards d'euros ont été investis dans la politique de la ville depuis 2003, c'est-à-dire au moment où l'Agence nationale de rénovation urbaine a été créée. Alors on peut se dire que oui, 48 milliards, c'est beaucoup, mais en même temps, ça a été dépensé sur 20 ans. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 45 milliards d'euros, c'est par exemple le budget voté en 2023, juste pour couvrir les frais du bouclier tarifaire. Après de nombreuses études allant dans le même sens, un récent rapport parlementaire a montré que les budgets de la politique de la ville étaient de toute façon bien trop limités pour compenser les inégalités de traitement résultant des autres politiques publiques. Et oui, ces fameuses politiques de la ville essaient surtout de corriger un système d'allocation des ressources publiques structurellement défavorable aux banlieues populaires. Jean-Louis Borloo, ancien ministre spécialiste de ces questions et auteur d'un rapport sur les banlieues, sur lequel nous allons revenir un peu plus tard, l'expliquait déjà dans un entretien sur France Inter il y a quelques années. Deuxième idée reçue, c'est qu'on aurait mis beaucoup d'argent dans les quartiers. En gros, si c'est pas toujours aussi extraordinairement bien, c'est que c'est un peu de leur faute, quoi. Il y a cette idée, j'allais dire presque ce relent. La vérité, c'est pas celle-là. La vérité, c'est par la création de ces quartiers, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Le résultat, c'est qu'il y a moins d'efforts de la nation dans ces quartiers qu'ailleurs. Moins au titre de l'éducation, de l'accès à la culture, de l'accès au sport, à la formation, à la sécurité, accès à la justice, accès à la santé. Les habitants des banlieues ne reçoivent pas plus de transferts sociaux que les autres. En France métropolitaine, ils touchent en moyenne 6 100 € par an contre 6 800 € par an par personne pour le reste du pays. Il y a quelques jours, même Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM TV, normalement très libéral, faisait ce constat des inégalités dans l'attribution des ressources. Est-ce que ces territoires plus pauvres reçoivent beaucoup plus de la solidarité nationale qu'ils ne contribuent? C'est pas vrai. Si vous prenez la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est le 3e département le plus pauvre de France et pourtant c'est le 8e contributeur en termes de cotisation sociale. Est-ce que les quartiers pauvres sont mieux traités par l'État que la France périphérique? Bah non, puisque si on regarde les chiffres en matière de santé, les quartiers prioritaires comptent moins de 250 professionnels offrant des soins de proximité. C'est 400 en moyenne en France. Malgré des décennies de plans banlieue et la création d'institutions comme l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, il y a 20 ans... Tous les plans que vous avez pu entendre, nous on promet des milliards et des milliards, il n'y a quasiment jamais rien qui est sorti. La situation s'est aggravée, et donc si on veut qu'à l'avenir, il n'y ait plus de problème, et surtout, je pense, et j'emploie ce terme à dessein, il va falloir créer réellement une politique d'assimilation. Faire en sorte que ces gens se sentent concernés, se sentent acceptés à leur juste valeur et qu'on ne les met pas à l'écart comme des sous-citoyens. Et pour ça, ça passera forcément par des investissements dans ces zones. Parce que c'est vos citoyens, c'est les vôtres, donc vous devez les traiter correctement. Il va falloir faire le même travail pour les cités et les cités de tout le pays. Ça va coûter je sais pas combien, mais si on veut pouvoir être un pays prospère à l'avenir, il va falloir là investir. C'est indispensable, il va falloir favoriser la mixité sociale.
Des instituteurs, des ouvriers, des cadres, des chefs d'entreprise doivent vivre ensemble. Il faut mettre fin aux discriminations. Et en plus de tous les services publics dont je parlais, la police de proximité en fait partie. Lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, il l'a supprimé à tort. C'est indispensable. Il faut que le citoyen se rapproche de la police. C'est pas possible autrement. Voilà ce qu'on attendait, ou ce qu'on attend d'un président de la République. Après des événements comme ceux qu'on a vécus, il aurait dû venir lister et promettre tout cela. Et au-delà de promettre, exécuter ses promesses, les réaliser. Sans quoi la situation ne changera pas. Autre argument qui me conforte dans l'idée que le pire est à venir, quand vous voyez les cagnottes ouvertes pour la famille de Naël et celle du policier, pour Naël, il y a eu 240 000 euros. Celle du policier, 1 600 000 euros. Rien que ça montre le clivage qu'il y a dans la société. Et les gens se regardent en chien de faïence. Et ça, c'est une résultante des politiques que ces gens ont menées. À chaque fois, il faut opposer les uns aux autres. Les vaccinés contre les non-vaccinés, les riches contre les pauvres, les ouvriers contre les cadres. Et là, c'est les cités contre les petits bobos parisiens. Vraiment, cette histoire de cagnotte, 1,6 million pour le policier. Donc tu as tué quelqu'un, même si c'est dans l'exercice de tes fonctions et que tu n'es pas un criminel. Mais frérot, tu sors de là millionnaire. Heureusement que notre État obèse avec ses droits crochus ne tarde jamais à intervenir. Pas pour fermer la cagnotte, hein. Ah non, pour taxer la cagnotte. Taxe sur les donations, 60% par ici. Donc sur les 1,6 million, le policier et sa famille n'auront que 600 000 euros. L'État français. Ah là là. L'image que ça reflète. C'était pas forcément nécessaire que tous décident d'aller cotiser pour lui. En face, il y a quand même eu un mort. Même s'il était multirécidiviste, même s'il conduisait sans permis, à 17 ans, on ne devrait pas mourir. Et donc, ça me gêne peut-être un peu à ce niveau-là, mais bon, après, les gens sont libres. Fait justement parmi des gens qui ne veulent pas briser la liberté des autres. Mais c'est particulier quand même. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces deux sujets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Concernant la France, pensez-vous qu'une guerre civile peut avoir lieu dans quelques années dans ce pays? Trouvez-vous que les dirigeants sont conscients du danger et sont en train d'y apporter des solutions viables? Ou me trouvez-vous peut-être un peu trop alarmiste? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans les DM. Je lirai et je répondrai à tout le monde. Je vais prendre congé. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous voyez cet épisode. Je vous dis donc à très bientôt. C'était votre GSW. Peace out.